En 2020, en région parisienne, Michael Filetas, 38 ans, est un coach en séduction. Il a acquis une petite notoriété sur Internet grâce à sa chaîne YouTube, sur laquelle il prodigue ses conseils, mais aussi, et ça c'est plus inquiétant, ses thèses misogynes et antiféministes. En janvier 2020, il tue son ex-petite amie Mélanie Guillonne de plus de 80 coups de couteau. Et il laisse pour mort son nouveau copain et sa sœur. Il ne supportait pas que Mélanie ait refait sa vie. Ouvrons ensemble la code B du dossier d'instruction de Michael Filetas. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2020, à Équevilly, dans les Yvelines, près de Paris, Michael Filetas mène une expédition vengeresse contre son ex-petite amie, Mélanie Guillonne, qui vient de le quitter. En pleine nuit, il débarque chez elle, il coupe le courant, il ouvre la porte d'entrée au pied de biche. Et au premier étage, il tombe d'abord sur Mallory, la sœur de Mélanie, allongée sur le canapé. « Si tu cries, t'es morte. Je te tue, t'entends ?» Puis il menotte Mallory dans le dos, lui baisse son pantalon et sa culotte. Et à ce moment-là, Mallory hurle. « Mélanie! Mélanie, va-t'en! Va-t'en! Il y a Michael !» Michael Filetas la frappe alors de plusieurs coups de couteau. Il la laisse pour morte et il grimpe au deuxième étage. Il entre dans la chambre de son ex. Il lui plante plusieurs coups de couteau. Et puis s'en prend à son nouveau compagnon, Brian, qui tombe inconscient. À ce moment-là, Mélanie Guillonne prend la fuite vers le garage, il la rattrape et la frappe de plus de 80 coups de couteau. Mélanie Guillonne succombe à ses blessures. Sa sœur et son petit ami sont sauvés in extremis par les secours. Bien, monsieur. Vous êtes très affaibli. Néanmoins, nous nous permettons de vous interroger sur votre lit d'hôpital. Nous serons brefs. Quels sont vos souvenirs de ce qui s'est passé? J'ai tenté de le désarmer, mais j'y suis pas arrivé. Il m'a frappé au couteau. Alors j'ai fait le mort. Chacun va recevoir quand même 30 coups de couteau, autant Mélanie que Brian. Mélanie en recevra plus après puisqu'elle sera poursuivie et achevée dans le garage de la maison, mais ce sont des coups qui sont redoublés, c'est-à-dire qu'il y a une séquence qui est d'une fréquence et d'un rythme qu'on a du mal à imaginer. David Sénat, avocat général. 30 coups de couteau, si on essaie de se figurer le temps que ça dure, planter, enlever, etc., c'est quand même une scène qui prend un certain temps et qui témoigne d'un acharnement absolument total. Et Brian va avoir l'extraordinaire présence d'esprit, après s'être laissé tomber du lit vers la fenêtre, eh bien de faire semblant d'être mort, pour échapper à la vraie mort. Il s'est dit, dans le fond, en simulant la perte totale de conscience, il va croire que je suis mort et il cessera de me frapper. Et ce geste va sans doute le sauver, puisque Filetas va essayer de voir s'il est tout non vivant en lui donnant un coup de pied par terre pour voir s'il bougeait encore, s'il réagissait encore. Brian ne va pas réagir, il va donc simuler la perte de conscience qui était sûrement assez proche par ailleurs, et à partir de là, il va cesser de s'intéresser à lui, si j'ose dire. Il le laisse pour mort, c'est pas un geste de pitié, c'est simplement la certitude qu'il est mort, le boulot a été fait, pas besoin d'y revenir, c'est pas du tout un geste de commisération.
Après que vous ayez fait le mort, vous vous souvenez de ce qui s'est passé? J'ai pas tout vu. Mais j'ai compris que Mélanie s'est enfuie et lui, il l'a poursuivi. Mais c'est tout. J'ai rien vu. Les pompiers, en première intention, la police secours, le SAMU, donc vont trouver une jeune femme dont les viscères sont malheureusement apparentes lorsqu'on retrouvera son corps. C'est-à-dire que il lui aura ouvert le ventre au point que les organes qui sont contenus dans l'abdomen en soient sortis. Ça témoigne quand même de l'extraordinaire sauvagerie de cet acte. On est dans un degré d'horreur qui est tout à fait singulier par rapport au meurtre ou à l'homicide classique, courant. C'est quelqu'un qui surgit quasiment donc du néant, qui surprend ses victimes qui sont assoupies, qui sont ensommeillées, et qui frappe en toute première intention. Donc c'est la vision la plus froide du geste criminel qui soit. C'est un dossier unique. Même dans le cadre des crimes les plus sanglants, des meurtres les plus sanglants, des meurtres aggravés les plus sanglants, et il en est, et notamment en matière conjugale, dans l'ordre des féminicides, et c'en est un, on ne voit que rarement, sinon jamais, un tel degré de préparation en amont, d'anticipation, qui est très professionnel, et surtout d'acharnement. On sent qu'il y a là une force supérieure qui a armé ce bras. Michael Filetas, je me le représente au-delà de ce que l'on fait classiquement à partir d'un dossier papier. David Sénat, avocat général. Je vais voir sur Internet et sur YouTube parce que on peut y voir Michael Filetas qui s'exprime dans des vidéos qui sont en ligne sur sa chaîne YouTube, dans laquelle donc il dispense à la fois des cours de séduction, des cours de relations entre les hommes et les femmes, et où il fait profession de son idéologie. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Monsieur Filetas Michael, lui-même. Alors petite vidéo pour te donner mon actualité. Première mini-conférence, donc on prend une journée et je t'apprends ma méthode. La séduction absolue, donc le matin sur la personnalité, sur l'attraction, et l'après-midi sur la séduction. La séduction et la reséduction. Donc après voilà, c'est bien d'avoir les deux pour pouvoir les mixer, t'as besoin des deux de toute manière. C'est un peu comme un moteur hybride. J'avais déjà regardé un peu les podcasts dont on m'avait averti de l'existence. Je pressens qu'il est d'accès compliqué, qu'il est exigeant, que factuellement il faut que je sois absolument dans les formes de la convocation. Docteur Isabelle Théier, expert psychiatre. Je vais en maison de détention, je n'annonce pas mon arrivée, sauf à la maison d'arrêt elle-même, à charge de la maison d'arrêt de prévenir le mis en cause. Sauf que là, je dis expressément dans mon message à la maison d'arrêt, je vous prie de bien vouloir informer Michael Filetas, c'est important, de mon arrivée, tel jour, telle date. Filetas, parloir, viens. Je t'en personne. C'est quoi ce bordel? Expertise psy, mon vieux. Alors d'abord je l'attends longuement, je le vois arriver, il s'arrête pile, il me semble qu'il a quelques documents, j'en suis même plus sûre, il s'arrête pile devant nous, je me présente et là je le vois tourner les talons, il va s'en aller. Et je le rattrape, je ne sais pas comment, je crois que j'ai passé une demi-heure ou 3/4 d'heure à essayer de le convaincre de rester, en faisant venir la surveillante pour attester du fait que je lui avais bien envoyé nommément une convocation. Et puis ensuite je le laisse parler longuement. Son discours prend tout de suite les allures d'une sorte de réquisition contre la manière dont on s'est occupé de lui, qu'on ne veut pas entendre sa vérité.
ce qui est tout à fait paradoxal, puisqu'il y a par exemple une audience avec le juge d'instruction, où il répondra, je garde le silence, au moins une quarantaine de fois. Donc je tâche d'avoir avec lui une discussion dialectique, en lui expliquant, écoutez, je comprends pas très bien, à la fois vous voulez vous faire entendre, et en même temps, quand on vous en donne la possibilité, vous ne voulez pas parler, et surtout en le laissant déployer tout un argumentaire pour faire entendre que personne ne veut le laisser dire la vérité concernant cette affaire. Et je crois que je vais gagner la mise, voyant la difficulté à avoir accès à lui, en lui disant, écoutez, je m'engage à vous dire les conclusions de mon expertise à l'issue de l'entretien que j'aurai avec lui. Effectivement, je lui dirai exactement ce que j'en pense. Immédiatement, je constate qu'il est à la fois ombrageux, méfiant, obstiné, fier, farouche, peu flexible, déterminé. Vraiment une très très grande méfiance. Méfiance de l'autre, avec en plus une sorte de leitmotiv, celui qu'il détiendrait la vérité, lui. Donc quelqu'un d'extrêmement rigide, assuré de son bon droit, et surtout qui, d'une certaine manière, tout de suite d'entrée de jeu, renverse le champ accusatoire. Ce n'est plus lui qui est le coupable d'une faute, c'est lui qui devient la victime d'un système, puisqu'il est persécuté par les avocats, qu'il récuse au fur et à mesure, puisqu'il est persécuté par le juge d'instruction, puisqu'il est persécuté par les experts qui l'ont vu avant que je ne le rencontre, il est persécuté par tout le monde. Raison pour laquelle je vais être extrêmement attentive, marchant sur des œufs, tout au long de l'interrogatoire, pour ne surtout pas heurter sa susceptibilité. Code B71. Expertise psychologique de Marie de Jouvencel. Michael Filettas est né le 16 décembre 1981 à Paris. Il a obtenu un BEP comptabilité et abandonné sa scolarité en bac pro. En prison, Michael Filettas a obtenu un DAEU pour poursuivre des études supérieures. Il se prépare à faire des études de psycho, tout à fait déterminé à devenir doctorant. Il en a les moyens, c'est un type intelligent. Et donc il a déjà beaucoup lu, et donc il assoit ses convictions sur un discours pseudo-scientifique en disant « c'est pas de ma faute, c'est mon cerveau reptilien qui est l'auteur des actes dont on m'accuse ». Et il a un discours tout à fait savant, mais qui est complètement pseudologique ou paralogique. Donc il va parler de proprioception. Ce sont ces termes, de sens de la verticalité, de motricité, de phénomènes naturels, de réalité et d'impartialité scientifique, de biais cognitifs, de physiologie oculaire, de cortex visuel et de loi de la physique et de l'anatomie, de proxémique et de développement sur les 5 fonctions du cerveau humain, et en particulier sur le cerveau reptilien, pour justifier son absence de libre arbitre. Il invoque le cerveau reptilien qui l'aurait fait agir, pour estimer qu'effectivement il doit être, sinon aboli, du moins altéré, dans la conscience qu'il avait de ses actes, puisque c'est pas lui qui a agi, c'est son cerveau reptilien. Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de Code B dans un deuxième podcast déjà disponible sur votre plateforme. Pendant l'instruction, Michael Filettas renvoie un par un tous les avocats commis d'office qu'on lui propose. Seul le dernier, maître Guillaume Gombard, l'accompagne jusqu'au procès. Alors initialement, non, je connais pas du tout le dossier. Je me retrouve dans une configuration un petit peu particulière parce que Michael Filettas a pris un peu ses avocats en grippe. C'est-à-dire qu'il a eu le sentiment de ne pas avoir accès à la procédure. Maître Guillaume Gombard, avocat de Michael Filettas. Moi, je suis commis d'office un petit peu dernière minute puisque l'avocat est obligatoire à l'occasion d'un procès d'assises. Et c'est dans ce contexte que je vais le voir véritablement tardivement, lui expliquant que je suis pas destiné forcément à intervenir beaucoup si c'est son souhait, mais que je vais être à ses côtés pour essayer de l'aider au maximum, même si la tâche est peu aisée et j'ai toujours été transparent avec lui, c'est-à-dire que le dossier étant tellement grave qu'il faut être humble et que le rôle de l'avocat, il est nécessairement limité. Faites entrer l'accusé. Je m'attends à être accusé par monsieur Filettas. La réalité, c'est que finalement, et un peu contre toute attente,
Il ne me récusera pas, il fera le choix de garder le silence quasiment la totalité de l'audience. On a eu des entretiens. À l'occasion de ces entretiens, malheureusement, je trouve qu'il était bien meilleur que ses silences parce que on peut pas dire qu'il soit pas atteint par les faits qu'il a commis. Il a quand même tué sa compagne, qui était, je pense, l'être le plus précieux. Ça paraît bizarre de dire ça, mais il a toujours du mal à comprendre finalement son acte. Monsieur Filetas, je vous le dis, il serait peut-être préférable pour votre sort que vous vous exprimiez devant cette cour. Cessez ce mutisme. Cela ne vous sert pas, vous savez. Et vous n'êtes pas la cour à vous juger. Je l'ai pas perçu du tout comme une défiance. Je l'ai vu plutôt comme du respect vis-à-vis des parties civiles. C'est-à-dire qu'il est compliqué de dire pardon avec la plus grande sincérité possible. Parfois, il est préférable de se taire plutôt que d'apporter des explications qui sont inaudibles pour les victimes. À l'issue de son procès, Michael Filetas est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec donc une période de sûreté automatique de 18 ans. Il fait appel, et cette fois, il a décidé de s'exprimer. C'est un homme qui a un certain charisme, c'est un homme qui est grand, sportif, séducteur incontestablement, et qui a un talent réel ou supposé de communication. Il a fait de la communication une profession. David Sena, avocat général. Il a développé, je dirais, une compétence qui en fait un accusé extrêmement différent de la plupart des accusés qui, en général, parlent peu, parlent mal, et ça peut se comprendre. Donc il est extrêmement loquace, il est extrêmement prolixe, il parle, il se présente comme un intellectuel, ou en tout cas il se revendique d'un mouvement intellectuel. Donc c'est un homme profondément différent de l'accusé moyen, du meurtrier moyen, parce qu'encore une fois, il adosse son geste à une idéologie, à des idées, à des textes. Dans ses vidéos de coach en séduction, Michael Filetas ne prodiguait pas que de bons conseils de drague. Il diffusait surtout des thèses misogynes et anti-féministes. Pour lui, la masculinité est en danger. Les femmes dominent trop les hommes. C'est un courant de pensée qui pullule sur la toile et qu'on appelle le masculinisme. Il nous vient des États-Unis avec le mouvement Men Going Their Own Way. Les hommes suivant leur propre foi. Men Going on Their Own Way, c'est un mouvement, une communauté qui s'est développée à partir des États-Unis et qui aujourd'hui donc est très présente sur les réseaux sociaux et sur Internet, où finalement chacun peut s'ériger en gourou, influenceur, et exercer un rapport d'autorité par les faits même de la communication. Michael Filetas n'a pas été élu, désigné par quiconque. Il s'est emparé de cette idéologie qui lui a convenu, qui lui convient. Il a créé sa chaîne YouTube, il a créé son activité de conseil en séduction, en coaching, pour lequel il était rémunéré. Et à partir de là, son autorité est née finalement de l'audience qu'il s'est créée. C'est ouf, hein, voilà, c'est ouf. Donc, elles sont autour de nous. Hein. Voilà, il y a qu'à regardez aussi des fois, hein, juste vos parents. Hein. Comment votre mère, elle parle à votre père. Vous regardez comment vos cousines sont avec leurs petits copains. C'est dans la société. C'est que les meufs, hein, elles aiment bien afficher leurs mecs. Elles ont besoin de ça pour avoir l'attention. Et pour aussi, quelque part, hein, faire briller leur putain d'auréole. Michael Filetas avait déjà été violent avec une femme. 5 ans plus tôt, il avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence sur sa compagne de l'époque. Évidemment, les psychologues, les psychiatres cherchent à comprendre la genèse de sa haine des femmes. Et comme souvent, les réponses sont à chercher du côté de son enfance, et plus précisément des secrets de la famille Filetas. J'ai été d'entrée très frappée par la jalousie de monsieur Filetas à l'égard de l'ex.
il a tout le temps ce mot à la bouche, l'ex de ma compagne, l'ex de mon ami. Docteur Isabelle Tellier, expert psychiatre. Et cette jalousie se porte toujours sur un tiers. Il va expliquer par exemple qu'il était extrêmement jaloux du troisième de la fratrie, Ludovic, dont il assure qu'il était le préféré de sa mère, à tel point que quand il partait en colonie de vacances, il avait peut-être 20 € alors que son frère en avait 6 fois plus. J'ai été très attentive dans le visionnage des podcasts. Or, cette question de l'ex, à mon avis, dépasse très largement Ludovic, puisqu'il parlera très souvent du fantôme dans le placard. Alors, on parle souvent du cadavre dans le placard, mais il parle tout le temps d'un fantôme dans le placard. Qui est ce fantôme dans le placard, sachant qu'évidemment, pour la psy que je suis, un placard, c'est quand même extrêmement matriciel. Ça renvoie à la matrice, ça peut tout aussi bien renvoyer à la matrice d'une femme. Code B135. Expertise psychiatrique du docteur Isabelle Tellier. Chez Monsieur Filetas, il y a au cœur de son histoire intime, restée comme gelée, la question de la mort à sa naissance d'un frère aîné, David. Michael Filetas dira qu'il a découvert son existence sur le livret de famille par un trait qui le barre sans que jamais ses parents ne lui en aient parlé. Les aspects mortifères du secret de famille ont pu infiltrer la construction de la personnalité à l'adolescence. Il peut exister ce qu'on appelle un lien hostile dépendant de la mère à l'enfant, un lien teinté d'ambivalence. D'abord parce que l'enfant ne remplit pas tout à fait les conditions qui font qu'il n'est pas, à proprement parler, l'enfant qui est mort. Il essaie d'être ce qu'il est, sauf qu'il est effectivement assigné à la place du mort. Et il est sans cesse l'objet d'une comparaison invisible entre l'enfant qui est mort et lui. Il doit rivaliser en fait avec un mort, ce qui n'est pas tout à fait facile, dans l'esprit de la mère en tout cas. C'est une de mes hypothèses psychodynamiques dans cette histoire, c'est que, outre la configuration, attention, il y a aussi la configuration parentale du couple formé par le père et la mère, qui éclaire aussi la haine absolument meurtrière de Michael Filetas à l'égard des femmes. Pour Michael Filetas, ses parents d'origine antillaise formaient un couple déséquilibré. Sa mère portait la culotte, elle tenait le foyer, et elle dominait un père effacé et alcoolique. La seule chose, c'est qu'il semble que cette configuration a pris une ampleur excessive avec une mère qu'il décrit comme arbitraire, extrêmement arbitraire, autoritaire, voire même despotique, et un père dont il tente de minimiser l'alcoolisme, qui est pourtant repéré par l'une de ses amies comme étant au cœur de la séparation entre les deux parents. Donc un père alcoolique dont il va, selon moi, beaucoup parler dans ses podcasts, en s'adressant non pas à lui, mais à un certain tonton. Un tonton qui se ferait couper les coronesses par sa femme. Tout au long de l'analyse que je ferai de Michael Filetas, je verrai bien qu'il y a une fantasmatique éminemment meurtrière à l'égard des femmes, et à travers elle, à l'égard avant tout de sa mère. Il va de soi que ça n'est pas seulement la question de l'enfant de remplacement, qu'il n'y a pas une explication univoque, mais que cet élément et beaucoup d'autres fondent la personnalité de Michael Filetas. Monsieur Filetas, il s'agit donc aujourd'hui de votre procès d'appel pour l'assassinat de Mélanie Guillaume et 2 tentatives d'assassinat commis sur sa sœur et son petit ami. Qu'avez-vous à dire sur les faits et quelle est votre position? J'ai rien prémédité. Je voulais pas tuer Mélanie. Si je suis venu chez elle avec le couteau, c'est parce que je voulais me suicider. J'étais désespéré qu'elle ait un autre gars. Il se replace au cœur de ce procès, non pas comme auteur, mais comme victime. David Sénat, avocat général. Il est figé dans le déni face à l'évidence. On a dans ce dossier des éléments qu'on a rarement. On n'a pas l'ombre d'un doute. On est face à quelqu'un qui va mettre en scène, organiser rationnellement, scientifiquement, sa vengeance, c'est-à-dire un assassinat. Il va se rendre à 2 reprises dans un magasin pour se procurer 2 pieds de biche pour accéder par effraction dans la maison. Quelqu'un qui va se rendre dans une armurerie
se procurer plusieurs paires de menottes, cagoules, des gants. Il va se procurer un premier couteau, qui est un couteau déjà conséquent, qui permet évidemment de tuer. Et puis, il va se rendre une deuxième fois dans cette armurerie. Et là, il va demander de façon tout à fait claire un couteau d'armement militaire, qu'utilisent les Marines américains depuis 1942, donc quelque chose qui est directement conçu pour tuer l'ennemi. Et donc, il est passé à l'acte à partir d'un hôtel. Il se rend à pied une première fois à la maison. Il se rend compte que la victime n'est pas là parce que sa voiture n'est pas là. Il rebrousse chemin. Il revient quelques heures après. Et là, il est certain que sa victime est là. Il entre, il fracture les portes. Il monte à l'étage. Il commence par tenter de tuer le premier témoin gênant, le premier obstacle qui est Mallory, qui là aussi va laisser pour morte. 30 coups de ce couteau sur cette jeune femme, elle aurait dû mourir. Et après, il monte à l'étage et il tente de tuer Brian, il tente de tuer Mélanie, il n'y arrive pas à ce stade, il la rejoint, il la tue. Donc c'est vraiment un geste qui dépasse de très loin la gravité du féminicide que je qualifie là encore une fois de classique, mais il faut bien me comprendre, en ce sens que ça n'a strictement rien d'un réflexe, d'un geste isolé ou spontané qui arrive malheureusement ou trop souvent. Là, on est dans la préparation rigoureuse, réfléchie, froide de cet acte. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Je crois que c'est la personne qui m'a inspiré le plus d'inquiétude par rapport à une dangerosité durable, froide, qui est à la fois psychologique, criminologique, idéologique. C'est un individu qui est totalement radicalisé. J'ai employé l'expression de radicalisation qu'on emploie à propos de la radicalisation islamiste, mais c'est exactement le même phénomène. Et tant que cet homme ne sera pas déradicalisé, il sera dangereux, aussi bien qu'un individu radicalisé dans le domaine islamiste est dangereux tant qu'il n'est pas déradicalisé. Il fait partie des dossiers que l'on porte avec soi. Je sais pas où on le porte exactement. Est-ce dans le dos? Est-ce dans sa tête? Dans un coin de son cerveau? Mais ça fait partie des dossiers que l'on porte avec soi et qu'on portera longtemps, incontestablement. En appel, Michael Filetas est copain nouveau de la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté augmentée qui passe de 18 à 22 ans. Ainsi se termine ce numéro dont de la raconte version Code B. Enquête aujourd'hui de Guillaume Maury. Réalisation Guillaume Vassaux. Retrouvez On de la raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.